France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Hezbollah, histoire d'une organisation armée, une organisation dont le nom signifie partie de Dieu. Elle est à la fois paramilitaire et politique et sa branche armée est classée terroriste par l'Union européenne. Hezbollah, un mot que personne ne connaissait au tout début des années 1980, un nom ensuite incontournable dans les actualités pour plusieurs générations. À l'origine, le Hezbollah reçoit l'essentiel de son aide de l'Iran. Dans ses troupes, il compte alors bon nombre de passedarans, les gardiens de la révolution iranienne. Moussa Sabre, c'est lui qui allait réveiller les chiites du Liban, fonder le Parti des déshérités en 1974, et avec ce parti, un bras armé, le mouvement Amal, qui veut dire espoir. Les deux immeubles ont été entièrement détruits par l'explosion de deux véhicules bourrés d'explosifs qui se sont littéralement jetés contre ces bâtiments. Le quartier général des forces israéliennes à Tyr n'est plus qu'un amas de dalles de béton. Le cours de l'histoire. Tous les sanctuaires palestiniens de Beyrouth à la frontière sud ont été pilonnés, souvent à plusieurs reprises. Mais si les troupes de Damas et celles de Jérusalem venaient à entrer en contact ici, eh bien les événements du Sud-Liban pourraient inaugurer une phase d'affrontement généralisé dans tout le Proche-Orient. Hezbollah, un nom incontournable dans les actualités pour plusieurs générations. C'est ce que je disais pour ouvrir cette émission. Aurélie Daher, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine et vous êtes l'autrice d'un ouvrage sur le Hezbollah, incontournable, mais effectivement une naissance précise, c'est-à-dire au tout début des années 1980. Ça n'existait pas, on n'en parlait pas. 1982, le Hezbollah apparaît et ça devient vraiment quelque chose de récurrent dans l'actualité. C'est un mouvement qui fait beaucoup parler de lui. Oui, tout à fait. Alors, comme dans toute mobilisation, il y a toujours une période de pré-mobilisation. Alors, il faut quand même un peu préparer les esprits. Et en fait, la première invasion israélienne, la grande de 78, provoque des débats au sein de certains milieux cléricaux ou en tout cas religieux, croyants, pratiquants chiites au Liban, autour de la possibilité justement d'un retour de l'armée israélienne. Et cette idée fait son chemin que il faut se préparer. Donc on va avoir en l'occurrence deux clercs qui sont tous les deux originaires de la région de la Beka, un des trois grands foyers chiites libanais, donc le cheikh Subhi Tfaili et le cheikh Abbas al-Moussaoui, qui vont commencer à prêcher dans leur région entre 78 et 82, donc dans cette Beka, dans ce nord-est du Liban. Ils ont prêché un islam qui est teinté un peu de appel à la mobilisation militaire, ou en tout cas il faut être prêt, sait-on jamais, etc. Et effectivement, 82 arrive. Et là, les deux cheikhs en question se disent il faut organiser une résistance armée. Ils sont pas les seuls, parce que la grande invasion israélienne de 82 va provoquer l'émergence de plusieurs groupes de résistance ici et là. Faut pas oublier en plus que le Liban en 82, il est embourbé dans une guerre civile qui fait que l'État n'est pas tout à fait n'est pas en état d'assurer son devoir de protection du territoire. Les milices communautaires diverses et variées sont occupées donc à s'entretuer. C'est un peu le gros cafouillage. Les Israéliens profitent de ça et donc il y a plusieurs groupes comme ça qui apparaissent issus des milieux de gauche, donc parfaitement laïques, etc. Mais aussi donc issus de ces milieux plus religieux chiites et qui disent faut faire quelque chose, il faut bouter l'envahisseur en dehors du sol de la noble patrie. Et donc en fait ce qui va apparaître à ce moment-là, c'est pas le Hezbollah en tant que tel, c'est un groupe armé qui va se donner le nom de Al-Muqawama al-Islamiyya fi Lubnan, la résistance islamique au Liban, RIL. Et puis, elle va être clandestine. Et puis, très rapidement, elle va comprendre, cette organisation militaire clandestine, qu'il lui faut des annexes, on va dire, civiles, à la fois sociales, mais surtout de communication, parce qu'il faut mobiliser, il faut communiquer, il faut expliquer aux Libanais ce qu'on est en train de faire, il faut les encourager à soutenir. Et donc, cette partie militaire va créer, au fur et à mesure, dans les mois qui suivent, une petite constellation de premières institutions, une télé, une radio, puis des institutions sociales, etc. Et c'est cette constellation qu'on va appeler, en fait, le Hezbollah.
Avec aujourd'hui pour parler du Hezbollah dans le cours de l'histoire, Dominique Avon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le Hezbollah, ça tombe bien, de la doctrine à l'action, une histoire du parti de Dieu ». Aurélie Daher vient de nous rappeler le contexte du Liban à la fin des années 1970, l'invasion israélienne de 1978, et puis ce pays lui-même divisé en guerre civile. Si nous prenons un peu de hauteur et que nous regardons ce qui se passe dans le monde, 1979, c'est la révolution islamique en Iran, et bien souvent, nous imaginons que c'est depuis l'Iran qu'est fondé le Hezbollah, que le Hezbollah, c'est comme une excroissance des gardiens de la révolution qui sont en Iran et qui, en fait, souhaitent appliquer la révolution ailleurs, en l'occurrence au Liban. Est-ce le cas ? Il y a deux phénomènes qui se rencontrent. Il y a un phénomène endogène, ce que vient de décrire Aurélie Daher, et puis il y a effectivement un contexte, mais plus généralement, les années 70 sont marquées par l'organisation de partis ou de structures d'opposition au nom de l'islam, et dans le milieu chiite et en milieu sunnite, en Irak, au Liban, en Syrie, en Iran bien sûr. Cela fonctionne en Iran, et immédiatement l'Iran se fait le champion de la lutte pour la destruction d'Israël, qui rencontre une demande qui est liée à la situation proprement libanaise, où, comme vient de le dire Aurélie Daher, Israël occupe le Liban Sud une première fois en 1978, une deuxième fois en 1982. Donc cette rencontre à la fois d'un ennemi commun et d'une volonté politico-religieuse de créer un régime islamique qui serait celui émanant de la volonté de Dieu, puisque ce sont les mots de Khomeini, fait une cristallisation avec effectivement l'envoi, alors ou directement au Liban ou via la Syrie, il y a des camps qui sont établis en Syrie pour la formation de cadres. Mais ceci préexiste à la révolution iranienne pour partie. Oui, c'est ça, dans le prolongement de ce que vous disiez, Dominique Avon, effectivement, relier de manière simpliste l'Iran, la révolution en Iran et le Hezbollah au Liban, ça ne nous permet pas de comprendre les choses. Pour le dire autrement, au Liban, il y a déjà un contexte avec la volonté d'agir contre l'occupation israélienne. Oui, tout à fait. En fait, le Hezbollah, il faut vraiment comprendre que, alors bien sûr qu'il a des liens avec l'Iran, en même temps, sa relation avec l'Iran, elle va beaucoup évoluer avec le temps, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, ça va dépendre aussi beaucoup des présidents de la République qu'il va y avoir. Mais au final, il apparaît parce qu'il y a un besoin libanais. Il est créé par des Libanais dans un contexte libanais et de manière pas forcément très connue. En fait, c'est les Libanais qui vont aller chercher les Iraniens plus que les Iraniens vont aller les chercher. D'ailleurs, au début, les Iraniens sont très sceptiques par rapport à cette demande de nouvelles aventures ou de nouvelles initiatives libanaises. On a des témoignages à la fois d'anciens Pasdaran dans leur mémoire. On a aussi des témoignages donc des fondateurs du Hezbollah qui racontent l'histoire de manière un peu cocasse, c'est-à-dire que en 82, en juin, le 6 juin, au moment où les troupes israéliennes entrent au Liban, les deux hommes de religion dont je parlais, les deux chers dont je parlais, Subhi Tufaili et Abbas al-Moussaoui, sont en l'occurrence en Iran. L'Iran est embourbé en 82, il ne faut pas oublier, depuis 2 ans. Elle aussi, elle est embourbée avec son voisin irakien dans une guerre sévère. Ça se passe pas très bien pour les Iraniens. Les Iraniens ont très peur pour leur régime parce que 82, ce n'est que 3 ans après la révolution. Donc, on n'est pas sûr que le nouveau régime va tenir. Et puis, donc là, juste avant, les Iraniens ont réussi à reprendre un port très important, Khorramshahr, aux Irakiens. Donc, c'est la fête. Les Iraniens organisent une énorme fête pour le monde chiite. Et donc, les deux Libanais sont là-bas et ils apprennent en fait la nouvelle de l'invasion alors qu'ils sont en Iran et ils demandent immédiatement est-ce que vous pourriez nous aider, qu'est-ce qu'on fait? Les Iraniens disent non, vous dépatouillez tout seul, vous rentrez, ne vous laissez pas happer par les appels à la collaboration, etc. Mais bon courage et puis c'est tout. Et donc dans un second temps, donc les Libanais décidés à faire quelque chose reprennent contact avec les Iraniens, demandent avant tout des armes, une formation, un peu d'argent. Et là, Khomeini, qu'on ne présentera pas, dit non. Il dit non, il dit j'ai pas de temps, j'ai pas d'énergie, je n'ai pas d'hommes à envoyer pour une aventure au Moyen-Orient. Surtout, il veut surtout pas en fait que les Pasdaran se retrouvent engagés dans des combats directs avec les Israéliens. Ce serait ouvrir un nouveau front, alors que je répète déjà, il peine avec les Irakiens. Donc, il a même une phrase extraordinaire. Il est persuadé, il explique que
que en fait l'invasion israélienne n'a que pour seul et unique motif de détourner l'attention des Iraniens de leur objectif irakien, et donc tout ça c'est fait pour faire perdre du temps et de l'énergie aux Iraniens. Et puis finalement, ce sont les relations interpersonnelles entre, en l'occurrence, Subhi Tufaili et l'ambassadeur d'Iran à Damas, Muhtasham Ipur, un personnage haut en couleur, qui va réussir à créer finalement le lien, parce que Muhtasham Ipur va faire du lobbying à Téhéran, il va être très insistant, et il va dire, écoutez, on va pas participer au combat, promis, juré, craché. On n'envoie que quelques Pasdaran. Alors les chiffres aussi entre 200 et 500, c'est pas très bien. Et puis on leur envoie quelques kalash, qui restent dans les tiroirs. Ça va pas être un gros investissement. On les forme et après ils se débrouillent tout seuls. Et donc on demande l'autorisation évidemment à Hafez al-Assad, président syrien, qui considère que le Liban c'est son terrain de jeu, donc personne ne rentre, y compris l'allié iranien, sans l'autorisation. On se met d'accord donc sur ce plan, et effectivement en juillet, donc près d'un mois et demi après l'invasion, arrivent les premiers Pasdaran. Ils vont former effectivement ces quelques premiers jeunes combattants de la résistance islamique donc dans ce nord-est. Ils repartiront au début des années 90, et puis pendant, on va dire, Khomeini meurt en 89. On va avoir 2 présidents qui vont se succéder, chaque fois sur 8 ans. On va avoir Rafsanjani, puis après Khatami, et 2 fois 8 ans où l'Iran n'est pas du tout intéressé par le Hezbollah. Même annonce clairement, voilà, on vous coupe les financements, il faut que vous deveniez, parce que c'est la grande phrase de Rafsanjani, le Hezbollah doit devenir un parti comme les autres. Paradoxalement, les Iraniens rendent un grand service au Hezbollah, parce qu'ils lui apprennent finalement à travailler l'autofinancement. Voilà, et ne pas systématiquement dépendre des Iraniens. Et ce n'est finalement qu'à la moitié des années 2000 que le lien va se reconstituer avec l'arrivée au pouvoir de Ahmadinejad, lui-même ancien Pasdaran, et voilà, est très intéressé par le Hezbollah. Les Pasdaran, ce sont les gardiens de la révolution islamique. Avec ici cette histoire complexe, bien sûr, Dominique Avon, nous l'entendons bien. Et d'ailleurs, c'est le ressenti, pour ma part, c'est cette actualité que j'ai suivie enfant puis jeune homme, à ne pas comprendre ce qui se passait au Liban, tellement le Liban semblait complexe, comme une mosaïque de religions, de communautés. Et ici, il y a un groupe que nous n'avons pas encore évoqué, ce sont les Palestiniens. Parce que bien comprendre que le Hezbollah naît en 1982 en réponse à l'invasion d'Israël au Liban, ça nous fait poser la question, pourquoi Israël envahit le Liban ? Et dans ce moment-là, il faut évoquer les Palestiniens. Oui, juste je rebondis sur ce que vient de dire Aurélie Daher et je reviens aux Palestiniens après. L'objectif irakien, je suis entièrement d'accord. On peut quand même ajouter que c'est pas une finalité en soi pour Khomeini. Bagdad, c'est la route vers Jérusalem et c'est la libération de Jérusalem. C'est vrai. Donc en fait, l'objectif est bien la libération, tel dans les mots de Khomeini, de Jérusalem. C'est pas simplement la guerre contre l'Irak. Et il fait de Saddam Hussein un affidé des Israéliens, justement. Donc, tout en ayant des armes des Israéliens, en recevant des armes des Israéliens. Et le second point, sur les présidents de la République évoqués, en fait, c'est pas les acteurs les plus importants. C'est l'alliance et puis la subordination au guide suprême, Khamenei. Et lui, il a jamais lâché le Hezbollah. Le guide suprême, Khamenei, il est toujours en lien direct avec les membres du Hezbollah. Donc il y a une continuité entre Khomeini et Khamenei sur le rapport au Hezbollah qui me semble importante. On va revenir sur les Palestiniens après, Aurélie Daher. Pour compléter toujours ce que dit Dominique, effectivement il y a plusieurs pôles, on va dire, de pouvoir ou d'action ou d'interaction au niveau de l'État iranien, mais il n'en est pas moins vrai que Khamenei, au démarrage, pendant de très longues années, et notamment sous les présidents que j'ai mentionnés, il ne s'intéresse pas énormément au Hezbollah non plus. Ce n'est qu'après la libération de 2000 du Sud-Liban que là, les Iraniens se disent tiens, mais finalement, ces Libanais que l'on considérait comme éventuellement des garçons pas très dégourdis, finalement, ils s'en sortent pas mal. Et puis, c'est surtout, donc, comme je disais, avec la guerre de 2006 et les menaces de l'administration Bush à l'encontre de l'Iran, qui finalement ne seront jamais mises à exécution
grâce à la victoire du Hezbollah en 2006 sur l'armée israélienne, parce qu'en l'occurrence, le plan israélien, c'était de faire à petite échelle ce que les Américains pourraient potentiellement faire contre l'Iran. Donc le Hezbollah rend un immense service par corollaire aux Iraniens. Il éloigne en fait la menace américaine contre le territoire iranien. C'est là que vraiment, à la fois Khamenei et Ahmadinejad se disent, là il y a un triptyque sérieux à construire avec les Libanais. Mais Khamenei n'a pas été constant dans son intérêt pour mais je pense qu'il est là au moment clé, par exemple au moment des accords de Taïf, quand le Hezbollah dit « on ne les veut pas ». Et dans un second temps, il s'y rallie. Il y a eu une intervention iranienne pour dire... C'est Rafsanjani qui est intervenu, c'est pas Khamenei. Au-dessus, c'est Khamenei. Au-dessus, c'est Khamenei. C'est vraiment, me semble-t-il, il faut insister sur le fait que celui qui décide en ultime recours en Iran, c'est Khamenei. Et c'est le guide suprême, c'est pas le président. Oui, mais pour la gestion des relations, je veux dire, le quotidien, sur les détails de la gestion au quotidien, et notamment avec les Syriens, c'était beaucoup plus Rafsanjani et puis Wilayati aussi à un moment. Nous sommes d'accord que le Hezbollah naît en 1982. Oui. Bon. C'est vraiment une cristallisation entre 82 et 85. La manifestation publique du Hezbollah, c'est la lettre ouverte de février 85. Avec ici, dans ce début des années 1980, ces réfugiés palestiniens au Liban. Et c'est avec ce contexte-là que nous saisissons aussi, et on entend bien qu'il y a plusieurs échelles à prendre en compte, à une échelle internationale et puis de plus en plus locale, que ce soit le Moyen-Orient, l'Iran, l'Irak, et puis nous arrivons jusqu'au Liban, ces camps de Palestiniens qui ont fui ces territoires que les Israéliens prenaient, eh bien, ici, ces camps-là font appel ou ont besoin d'une aide, et le Hezbollah se construit en se proposant d'apporter cette aide. Peut-on le présenter la situation ainsi ? Et là encore, c'est complexe. Alors, il y a 2 vagues de réfugiés palestiniens, 48, 49 et 67. Donc ça, c'est un point important. Mais la date clé est celle de 69. Ce sont les accords du Caire qui autorisent les Palestiniens armés à se battre à la sortie des camps. C'est-à-dire pas simplement à avoir des armes au sein des camps palestiniens de réfugiés au Liban, mais également à porter des armes en dehors de ces camps-là. Et à partir de 70 surtout, lorsqu'une partie des Palestiniens sont chassés de Jordanie après les massacres de Septembre Noir, eh bien l'essentiel des attaques contre Israël se fait à partir du Liban. Donc les Israéliens ont comme objectif d'en finir avec l'OLP au Liban. Ce qui rend très délicate la situation des chiites libanais majoritaires au Liban Sud, à un moment où on parle du Fatahland. Et le Cheikh Moussa Sadr, dont a parlé Aurélie Daher tout à l'heure, est dans une situation très ambiguë au début des années 70, où il dit à la fois « nous avons nos frères palestiniens et nous soutenons leur combat », mais ils n'agissent pas très bien au Liban Sud. Ce qui donne une réaction ambiguë en 78, lors de la première invasion israélienne du Liban Sud, de la part des gens du Sud, entre une partie d'entre eux. En revanche, en 82, c'est beaucoup plus net. Et là, le Hezbollah saisit cet élément-là pour dire nous sommes aux côtés des Palestiniens, de la résistance palestinienne, et nous combattons contre un ennemi commun. La première invasion du Liban par Israël, c'est 1978, nous l'avons dit. La seconde invasion, si nous nous plaçons à ce moment-là, c'est 1982. À midi heure française, l'armée israélienne est partie de la région de Methoula, c'est-à-dire l'endroit le plus haut du territoire israélien, vers le Liban. Une première colonne de chars s'est dirigée vers la ville de Tyr. L'armée israélienne aurait été soutenue par les canons du major Haddad qui ont pilonné la région. Un débarquement a eu lieu au sud de Tyr, un débarquement de blindés, et toute cette région littorale du Liban est constamment pilonnée, même au moment où je vous parle, par l'aviation israélienne. Un deuxième corps d'armée composé de chars fonce sur Nabatiyeh, et un troisième est parti au nord de Marjayoun. Il faut dire qu'à chaque fois que l'armée israélienne décide de monter en territoire libanais, une fois passée l'enclave chrétienne, elle se heurte automatiquement aux forces de la FINUL. Et on a appris que des soldats de la FINUL auraient été contraints de tirer sur des soldats israéliens. Les chars sont donc entrés en territoire libanais à midi, heure française, tandis que se poursuivaient les raids aériens, notamment dans le sud du littoral libanais, entre Tyr et Saïda. Tous les sanctuaires palestiniens de Beyrouth à la frontière sud ont été pilonnés, souvent à plusieurs reprises. Il semble bien que les Israéliens aient décidé de neutraliser toutes les bases palestiniennes de la région. Pour le moment, nous en sommes encore à un raid de représailles. Si la Syrie participe directement au combat, comme cela semble être le cas, il faudra alors parler d'une véritable guerre.
Les actualités sur Antenne 2 en juin 1982. La FINUL, c'est la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, les casques bleus, quoi. Et ici, dans l'évocation de la situation au Liban, Aurélie Daher, nous entendons ces différentes communautés. Alors, on a entendu parler de chrétiens. Il y a donc les Israéliens qui vont rencontrer des communautés. Le Hezbollah naît dans ce contexte-là, ce contexte mosaïque qui et mosaïque politique et presque mosaïque territoriale, parce qu'il y a des territoires contrôlés et qui s'observent les uns les autres. On a beaucoup entendu dans les actualités banlieue sud de Beyrouth, etc., sans d'ailleurs savoir toujours placer ça. Et la mosaïque ici permet de saisir la situation complexe. Comment se situe le Hezbollah ici ? C'est une organisation armée chiite au milieu d'un univers qui n'est pas du tout chiite, qui peut être chrétien ou sunnite. Alors, ça dépend à quel moment de l'histoire on parle. Grosso modo, au Liban, vous avez 3 grands foyers chiites, étant donné que, Dieu merci, les Libanais se mélangent les uns les autres, se marient aussi, tout en étant de communautés différentes, les uns avec les autres, et ça déménage d'une zone à une autre. Dieu merci, voilà. Les choses ne sont pas cloisonnées, les personnes ne sont pas cloisonnées. Pour autant qu'on a des grandes tendances, on va dire, par région. Les chiites, ils sont essentiellement donc dans le sud. Donc effectivement, Dominique, avons parlé tout à l'heure donc de l'action des Palestiniens donc contre Israël, notamment à partir de 70. C'est avant tout donc depuis le sud. Donc évidemment, les chiites du sud vont faire partie des populations qui vont être touchées par les représailles israéliennes. On appelle du dommage collatéral. Sauf que effectivement, ça va mettre les chiites dans une position compliquée. À la fois, on aime bien la cause palestinienne, mais les Palestiniens effectivement au sud nous causent du souci avec les Israéliens. Puis il y a le deuxième donc grand foyer, c'est ce que je disais tout à l'heure, le nord-est du pays, où est né le Hezbollah. Et puis il y a la banlieue sud de Beyrouth. Après, des chiites, et surtout, donc là, ces dernières années, c'est une communauté qui est allée en grandissant numériquement, et donc qui déborde de ces régions et que l'on trouve aujourd'hui partout. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un du Hezbollah un peu partout au Liban. Après, effectivement, les institutions, le QG, etc., sont plutôt dans les zones, ils sont dans les zones chiites. Dans la banlieue sud de Beyrouth, surtout pour le centre du pouvoir. Oui, disons que les institutions centrales sont dans la banlieue sud, mais vu qu'on a par ailleurs des duplicata régionaux, on va dire, de ces mêmes institutions, donc on a la même chose au niveau local dans les zones chiites. Et puis il y a un aspect démographique, je viens de l'entendre, Dominique Avon, on connaît le Liban comme un pays marqué par le christianisme, il y a des chrétiens au Liban, et puis il y a comme un basculement qui s'opère notamment parce qu'il y a l'arrivée de ces réfugiés palestiniens. En tout cas, la place de l'islam devient plus importante au Liban. Ça permet de comprendre ces équilibres difficiles au moment de construire un pouvoir au Liban. Sauf que une des raisons pour lesquelles les Palestiniens n'ont pas la nationalité libanaise, c'est précisément pour préserver une partie des équilibres qui sont soigneusement cachés, puisqu'il n'y a pas de recensement officiel depuis 1932. Ah oui, donc comme ça, il n'y a pas de vote, évidemment, de tous ces réfugiés palestiniens. Non, pas de vote, et puis ils n'ont pas droit à exercer certains métiers. Donc il y a vraiment une volonté de dire, vous êtes là accueillis et votre destinée, c'est de retourner. Voilà, vous ne serez jamais naturalisé. Dans votre foyer. À part quelques groupes de Palestiniens qui ont eu la naturalisation libanaise, mais c'est très minoritaire. Et donc ce sont dans des camps de réfugiés surtout ? Ce sont des camps qui sont devenus des quartiers de ville. Oui, c'est ça. C'est pas des camps de toile depuis 1948, ce sont des quartiers de ville. Et en 1982, il y a des massacres à Sabra et Shatila. Écoutez ce que disait le journaliste et écrivain Sorge Chalandon, qui était venu dans le cours de l'histoire. Ici, c'est une émission à réécouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Et au moment d'évoquer son travail de journaliste, Sorge Chalandon se souvenait qu'il est l'un des premiers, ils étaient 3 à entrer dans ces camps où avaient lieu des massacres. Pendant les massacres, nous étions les 3 premiers Français à entrer dans les camps de Sabra et Shatila, avant le Croissant Rouge palestinien, avant les secours, avant le reste de la presse. Et c'était tellement immense. D'abord, on s'est séparés. Il y avait François Luizet du Figaro, donc il y avait Samy Ketz de l'agence France-Presse, et il y avait moi. Et pour la première fois, on s'est séparés, tous les 3. On voulait plus se parler, on voulait plus rien faire, à force d'enjamber des enfants, des femmes, des chiens, des animaux, des vieillards. On s'est séparés, et moi c'est la première fois que ça m'arrivait. Je me suis effondré dans un coin de trottoir, et je me suis mis à pleurer, mais terrible. Pleurer. Et François, qui m'a rejoint, qui me dit « Hey Pépé, il faut que tu changes tes larmes en encre. »
Et pour moi, cette leçon-là, je l'ai gardée toute ma vie. Serge Chalandon qui, et on l'entend, évoque son émotion au moment où il découvre les massacres de Sabra et Shatila. Nous sommes en 1982 avec ces massacres-là. Ce ne sont pas les Israéliens qui ont commis ces massacres. Ce ne sont pas les Israéliens directement. Ce sont des milices chrétiennes, c'est cela, mais les Israéliens qui contrôlaient la région n'ont absolument pas agi et laissé faire. Je dis ce contexte-là et je le rappelle pour saisir combien, au moment où naît le Hezbollah, cette organisation armée s'inscrit dans un contexte militaire. Le Hezbollah, à sa naissance, c'est une organisation armée ou c'est déjà un parti politique ? On est en 1982, au moment des massacres. Aurélie Daher. Non, la partie politique, elle va venir après. En l'occurrence, la guerre civile va suspendre, en fait, tous les processus de renouvellement de la vie institutionnelle. On va suspendre les élections législatives, municipales, pendant plusieurs années. Et on va avoir les premières législatives d'après-guerre arrivent en 92. Donc le Hezbollah a déjà 10 ans. Et la question se pose pour le Hezbollah, est-ce que du coup on se lance en politique ou pas ? Et à la surprise de tous les autres partis politiques libanais, ils disent on y va. Et donc ça va être leur première entrée en politique, alors au niveau, je répète, du législatif, mais en revanche, les Syriens, puisque en 90, après l'accord de Taïf, on démarre aussi une tutelle syrienne. Après 15 ans de guerre civile, les Libanais vont avoir le droit à 15 ans de tutelle syrienne. Les Syriens vont interdire au Hezbollah de participer à l'exécutif, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de présence au gouvernement. Il faudra attendre 2005, après le départ des Syriens, pour voir un premier ministre Hezbollah arriver au gouvernement. Donc c'est tardif dans l'histoire du Hezbollah, la partie politique. Et une partie armée évidente, bien sûr, et une idéologie aussi, c'est-à-dire la construction d'un discours, d'un récit autour du Hezbollah. Oui, à nouveau, il faut penser qu'il s'inscrit dans la logique du projet de régime islamique tel qu'il est défendu par l'Iran. Et donc, dans les tout premières années du Hezbollah, il y a une série de références à l'idéal de la République islamique, dont le Liban serait un élément d'une République islamique plus large. Et donc, et dans l'imaginaire, et dans la propagande imagée, et dans les narratifs, justement, le Hezbollah s'inscrit parfaitement là-dedans. Et la lettre ouverte que j'évoquais tout à l'heure, qui est son premier document de référence, fait en sorte de dire que notre autorité ultime, c'est le wali al-faqih iranien, le juriste théologien iranien. Donc, c'est pour ça qu'au départ, il n'y a pas d'idée de participer aux élections, à des élections qui n'ont pas lieu, comme l'a dit Aurélie Daher, de toute façon au Liban, mais on se projette dans l'idéal d'un régime islamique à venir ultérieur. Comme il n'a pas lieu, comme cette république fédérative englobant différentes entités n'est pas lieu, alors il y a une conversion, on passe de la révolution à la résistance, et la résistance passe par une participation au jeu politique. La lettre que vous évoquiez, c'est la lettre ouverte aux opprimés de la terre en 1985. Ô vous les déshérités libres, nous sommes les fils de la faction de Dieu au Liban. Nous sommes attentifs à faire entendre notre voix auprès de tous, pour qu'ils comprennent nos propos et s'informent de nos projets. Nous nous considérons comme partie intégrante de la nation musulmane dans le monde, confrontée à l'assaut le plus arrogant de l'impérialisme. Dieu a accordé la victoire à notre avant-garde en Iran. Nous nous engageons sous les ordres d'une direction unique, sage et juste, présentement incarnée par l'imam, le suprême ayatollah Khomeini, le déclencheur de la révolution des musulmans. Quant à notre capacité militaire, chacun de nous est un combattant quand il est appelé au djihad. Dieu est avec nous. Il introduit l'effroi dans le cœur de nos ennemis et il nous rend victorieux contre eux. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Cette lettre ouverte aux opprimés de la terre du 16 février 1985, lue ici par Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire, nous la retrouvons dans votre ouvrage, Dominique Avon, le Hezbollah, de la doctrine à l'action, une histoire du parti de Dieu. C'est la reconnaissance, ou en tout cas l'officialisation du Hezbollah. Nous sommes en 1985, le Hezbollah est né en 1982. Oui, pour eux, c'est se faire connaître en tant que Hezbollah, puisqu'il y avait des organisations diverses. Et c'est aussi une manière de se démarquer d'une autre organisation chiite forte,
qui est l'organisation Amal. Et pendant une demi-dizaine d'années, c'est-à-dire de 85 à 90, d'ailleurs, les relations ne sont pas bonnes entre le Hezbollah et Amal, et même ils sont confrontés à des luttes internes. Et les relations sont également complexes avec la Syrie, comme l'a dit Aurélie Daher, et pendant la phase de la guerre, et après la phase de la guerre, puisque l'armée syrienne, dans une caserne, va tuer des membres du Hezbollah. Là encore, il faut se garder de toute simplification abusive. Il y a une guerre territoriale au sud pour savoir qui de Amal et du Hezbollah va tenir le terrain. Et une fois que c'est fait, entrer dans le jeu politique, on se répartit les tâches et les postes. Oui, parce que le Hamal, c'est vrai que nous avons un mouvement qui est souvent qualifié de milice. C'est aussi une milice. C'est une milice aussi parce que bras armé d'un discours théorique, on va dire. Et là, nous avons la construction de quelque chose qui peut devenir, pourquoi pas un parti politique. Le Hezbollah a besoin, mais comme tous les phénomènes historiques, d'être contextualisé. Ce Hezbollah qui naît en 1982 n'est pas le même quelques années plus tard, en 1985. Aurélie Daher, on commençait l'émission en évoquant la présence du Hezbollah dans l'actualité parce que ce mouvement se fait connaître notamment par ses moyens d'action. Et ça, c'est quelque chose qui a fait que le nom a été sans cesse repris pour décrire, c'était quoi, des attentats particulièrement ? Alors, ça dépend encore une fois à quel moment. Effectivement, il y a eu des attentats. Donc ça, c'est vraiment le début des années. Là, on est vraiment début des années 80. Et puis, en fait, très rapidement, donc vu qu'ils vont être très occupés au sud Liban. Donc à combattre Israël, ils se professionnalisent du point de vue militaire et ils commencent à changer de tactique et de stratégie pour adopter des choses qui sont plus proches. Alors, soit de la guérilla, soit même, on commence à voir arriver des choses qui sont propres, on veut dire, aux armées régulières. Et donc là encore, en fonction de leurs moyens, ça dépend des périodes, ils vont travailler sur des mines artisanales, qui vont positionner, par exemple, sur le passage des chars israéliens. Ils vont... Voilà, il va y avoir des guet-apens, des attaques au semi-automatique contre des barrages israéliens. Des roquettes, on entend souvent parler de roquettes envoyées sur Israël, c'est plus tard. Ça vient après, ça vient surtout avec Hassan Nasrallah. Donc début des années 90, parce que lui, il va repenser complètement la stratégie et la tactique militaire. Quand on parle des Katyusha qui tombent sur le nord d'Israël, voilà, ça c'est Hassan Nasrallah à partir donc de 92 qu'on va avoir ça. Avant, on est vraiment très sur du local. D'ailleurs, au démarrage, ils sont même carrément dans le bricolage. Je me souviens d'entretiens avec des garçons qui avaient à l'époque 18-20 ans et qui faisaient de la résistance au Liban, qui disaient voilà, on planquait la Peugeot dans un coin derrière des gros cailloux, et puis on avait monté des cocktails Molotov, on savait qu'il y avait un char israélien ou une Jeep israélienne qui allait passer. Alors ils tendaient des câbles depuis la batterie de la voiture jusqu'à leur bricolage. Au démarrage, c'était voilà, ils ont vraiment appris sur le tas. C'est vraiment comme ça qu'ils sont montés en compétences, en tout cas dans un premier temps. Et puis ils se sont améliorés. Après, ils ont travaillé aussi leurs renseignements. Ils ont infiltré la milice, ce qu'on appelait l'armée du Liban Sud, donc qui était une milice, un proxy qui a été organisé, financé, formé par Israël. Et au final, ils réussissent à convaincre les Israéliens de partir en 2000 de cette manière. Oui, c'est ça, c'est un combat, et ce combat-là ne cesse jamais. Nous avons des moments que nous évoquons ici dans la chronologie, mais cette lutte est continue avec des soutiens étrangers. On a beaucoup parlé de l'Iran, bien sûr, en montrant la complexité des relations entre le Hezbollah et le pouvoir iranien. Mais enfin, il faut des financements, il faut des armes. Est-ce que le Hezbollah bénéficie de tout cela venu de l'extérieur ? Le soutien principal après l'Iran, comme soutien extérieur, c'est la Syrie. C'est-à-dire, il faut avoir à l'esprit que la Syrie ne combat pas directement Israël, alors qu'ils sont tous les deux présents au Liban. Et les uns et les autres se combattent via justement des intermédiaires, en l'occurrence, par exemple, le Hezbollah. L'armée syrienne est présente sur le territoire libanais jusqu'au printemps 2005.
Et l'armée israélienne est présente sur le territoire libanais jusqu'en 2000. Mais ils ne se tapent pas dessus. Donc c'est via une milice comme le Hezbollah que l'action se fait. Et donc c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Oui, parce que c'est ici l'utilisation de ces milices pour que deux États s'opposent sans entrer en conflit direct, sachant que nous sommes quand même dans un contexte, pour les années 1980, de guerre froide. Les enjeux sont mondiaux. Est-ce que cette lecture aussi de l'histoire du Hezbollah par la guerre froide a sa pertinence, même en allant au-delà du Hezbollah? C'est-à-dire, au Liban, à ce moment-là, est-ce qu'on a des mouvements qui s'opposent à la présence d'Israël, mais qui sont des mouvements laïcs, qui pourraient être des mouvements très à gauche? On pense pour les Palestiniens à l'OLP de Yasser Arafat, l'Organisation de libération de la Palestine, qui ici s'inscrit dans un monde de l'islam, sans doute, mais qui s'inscrit surtout dans un monde politique. Est-ce qu'on voit l'histoire du Hezbollah s'insérer au milieu d'une histoire beaucoup plus complexe avec d'autres mouvements? Alors les soviétiques et les états-uniens sont impliqués, surtout dans la première moitié des années 80, dans ce conflit avec des intermédiaires, c'est-à-dire l'Union soviétique soutient la Syrie, donc soutient la Syrie au Liban. Mais pour l'OLP, c'est encore plus compliqué que ça, puisque l'OLP est divisée. Et Yasser Arafat, qui est chassé par les Israéliens de Beyrouth en 82, est chassé de Tripoli au nord du Liban par des Palestiniens soutenus par des Syriens. Donc vous voyez un peu la complexité de la situation. Et c'est l'armée française qui permet à Yasser Arafat de quitter le port de Tripoli. Donc c'est pas du tout là une situation de guerre froide, c'est une guerre intra-palestinienne, parce que Hafez al-Assad ne veut pas d'État de Palestine. Il ne veut pas d'un État de Palestine fort. Pour Hafez al-Assad, il y a une grande Syrie, et la grande Syrie englobe le Liban, la Palestine et la Jordanie, quoi. Donc là, c'est pas la question de la guerre froide, c'est la question de la visée régionale des autorités locales. Et puis la présence d'Israël, bien sûr, dans cette question-là. Est-ce que le Hezbollah souhaite la disparition d'Israël? Est-ce qu'on peut le dire aussi simplement? Alors, je sens que c'est un discours qui nécessite de l'argumentation et de la nuance. Oui. Aurélie Daher. Alors, c'est extrêmement complexe parce que effectivement, quand il y a certains textes, il y a certaines déclarations, on reprend Moussa Sadr quand il disait, voilà, Israël, c'est le mal absolu, c'est un cancer, oui, il faut que ce truc-là, voilà, disparaisse. Donc là, effectivement, ça donne à comprendre qu'on est dans une vision maximaliste. Et en fait, quand on regarde, parce qu'il y a toujours ce qu'on dit, puis après, il y a ce qu'on fait. Et en pratique, en fait, on se rend compte surtout, on va dire les 20-30 dernières années, le Hezbollah s'est retrouvé à indirectement reconnaître l'État d'Israël. Je vais donner un certain nombre d'exemples. On va revenir au secrétaire général dont je parlais tout à l'heure, Hassan Nasrallah, par exemple, donc après la guerre de 2006, qui se passe pas très bien pour les Israéliens. Les Israéliens lancent une commission d'enquête pour étudier ce qu'ils appellent les ratés de la guerre de 2006, donc la commission Winograd. Et puis Nasrallah commente ça en direct et il s'adresse aux Israéliens. D'ailleurs, souvent dans ses discours, il s'adressait directement aux Israéliens. Et il y avait toujours, ces discours sont toujours articulés. Il y a toujours deux Israël à laquelle il parle. Il y a la classe politique. Alors là, par contre, il n'y a pas de cadeau. Et puis après, il y a les Israéliens. Et tout d'un coup, le ton change. Ça peut être très très paternaliste, mais c'est jamais malveillant. Et déjà, donc pendant la guerre, il était là à parler aux Israéliens en disant: je sais que vous me faites confiance plus que vous me faites confiance à vos leaders, les Israéliens. Donc croyez-moi quand je vous dis que, par exemple, là, ça va barder encore pendant 15 jours. Donc restez dans les abris pour votre propre sécurité. Et donc, à la fin je reviens à ma petite histoire de Winograd, que j'ai trouvée très intéressante, c'est que il salue la société israélienne et le peuple israélien en disant vous êtes une vraie société démocratique, vous êtes capable de faire vos mea culpa, de regarder où est-ce que vous vous êtes raté. Et puis après, il finit avec une petite chiquenaude en direction de la classe politique libanaise. Il dit: si seulement nous, au Liban, on était capables de faire les choses comme vous. Donc, il n'y a pas de...
je veux dire, le Hezbollah est pas non plus complètement, enfin en tout cas sa direction est pas complètement idiote. Elle sait très bien qu'Israël va pas disparaître. Moi j'ai discuté avec pas mal de cadres aussi là-dessus. Ils disent bien déjà que la question de la Palestine, c'est avant tout une question palestinienne et c'est l'essentiel de l'effort doit être fait par les Palestiniens. C'est pas la responsabilité du Hezbollah. Ils disent on est là pour les aider, mais on va pas faire le boulot à leur place. Et puis il y a beaucoup de choses aussi autour du fait que ils reconnaissent qu'un État au final, c'est avant tout un concept juridique. Et donc, tant que, même si, imaginons, évidemment ça n'arrivera pas, mais imaginons une Israël matériellement complètement rasée, une population partie, tant que d'abord il n'y a personne pour prendre la place et tant qu'il n'y a pas une reconnaissance par les autres États de la disparition de l'État d'Israël, ça restera Israël. Donc, ils sont capables d'être pragmatiques, même si ils vont pas forcément le dire en public. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui doit être donné pour s'adresser au plus grand nombre. On sait le lien complexe avec l'Iran. Dominique Avron, ce rapport du Hezbollah avec Israël. Je suis entièrement d'accord sur le pragmatisme du Hezbollah, y compris dans les négociations, par exemple, pour échanger des corps de miliciens ou dans un premier temps, on passe par les Allemands et puis après, c'est encore plus compliqué. En revanche, sur la finalité, il est très clair que pour les dirigeants du Hezbollah, Israël n'a pas sa place en tant qu'État dans la région. C'est non seulement une cellule cancéreuse, là je reprends les termes des différents discours, en l'occurrence ici, la charte de 2009 reprend le terme de cellule cancéreuse, placée là par les américano-sionistes pour diviser les Arabes et les musulmans et provoquer la fitna, c'est-à-dire la discorde suprême entre eux. Et donc il faut faire disparaître cette cellule cancéreuse. Donc la finalité, c'est la disparition. En même temps, il y a le principe de réalité, c'est-à-dire c'est un État fort, et donc face à cet État fort, on peut faire un certain nombre de choses. Mais le discours, par exemple, sur le djihad, il est dès la naissance du Hezbollah, il est en 2009 et il est encore en 2024. Donc on peut reprendre tous les discours ou les textes fondateurs, cette évocation d'un djihad contre Israël est une permanence. Ça, c'est dans le discours. Dans le discours, on le retrouve et on peut reprendre les citations et de ces textes dont j'ai parlé, 85-2009, et des discours de Nasrallah jusqu'à la veille de sa mort. D'accord ? Ce qui n'empêchait pas qu'à la veille de sa mort, il était prêt là encore à négocier. C'est-à-dire, on a le djihad et la négociation possible sur le court terme. Dans les discours politiques, comme beaucoup de discours, c'est mieux d'avoir un peu de tout de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et on peut s'accrocher à quelque chose. Et à partir de là, nous avons ici, et merci de nous dresser le portrait du Hezbollah, parce que le nom est si connu, mais l'organisation, le fonctionnement, l'ambition même est difficile à définir. Quant aux moyens d'action, Aurélie Daher, vous l'avez bien dit, ce bricolage au sens où on a une forme de guérilla au Liban, des attentats majeurs qui ont marqué l'actualité, celui de 1983, 58 morts français, et puis des attentats qui sortent du Liban. Les terroristes ont donc encore une fois frappé cet après-midi à Paris. Une bombe a explosé devant le magasin Tati, rue de Rennes, dans le quartier Montparnasse. Je vous le disais, le bilan est très lourd. 5 morts, 11 blessés très graves et plus de 50 blessés légers. Sur place, Jacques Expert. Alors Jacques, d'abord, rappelez-nous ce qui s'est passé, dans quelles circonstances cette bombe a explosé. Bien, l'attentat a eu lieu un quart d'heure environ avant 18h. Il y a bien sûr beaucoup de monde rue de Rennes. C'est l'heure de sortie des bureaux, certains magasins ferment. Il y a également beaucoup de clients chez Tati et à la Fnac, là où s'est déroulé l'attentat. Depuis l'attentat, il règne ici une tension extrême. Pompiers, policiers, médecins, infirmiers avec des blessés soignés même sur le trottoir. Ce n'est qu'ensuite qu'on a commencé à les évacuer, soit par ambulance et certains, pour les plus atteints, par hélicoptère en direction des hôpitaux parisiens. Rue de Rennes, Jacques Expert, France Inter, en vous rappelant le bilan pour l'instant provisoire,
5 morts, 11 blessés graves et près de 70 blessés légers. Le bilan définitif est de 7 morts et 55 blessés pour cet attentat de la rue de Rennes. Nous étions en septembre 1986. Aurélie Daher, comment expliquer cette action du Hezbollah? Moi, j'ai beaucoup entendu ce mot-là de pragmatisme aussi. C'est arriver à ses fins par tous les moyens. Nous sommes en 1982 au Liban quand le Hezbollah est créé. Attentat au Liban, celui de 1983 contre des intérêts états-uniens et des intérêts français, avec de nombreux morts. Et puis là, attentat à Paris en 1986. Comment comprendre cette action? Alors le pragmatisme dont on parlait tout à l'heure, il n'est pas forcément à son meilleur niveau en 85-86. C'est encore très radical à ce moment-là. Très radical. C'est surtout que le Hezbollah, donc l'essentiel de son action effectivement, c'est combattre Israël au sud. Et puis après, il y a parfois des missions de sous-traitance qui lui sont remises par certains pôles du régime iranien. Et il faut le comprendre dans le cas du bras de fer entre l'Iran révolutionnaire et puis la France autour de Rodif. Oui, c'est ça. C'est cet argent qu'il aurait fallu rendre. Et on s'est entêté. On n'a pas rendu aux Iraniens leur argent. Et donc les Iraniens ont procédé à activer un certain nombre de leviers pour expliquer aux Français qu'il fallait être un peu plus raisonnable. C'est d'ailleurs fascinant de voir cette action-là, que ce régime iranien qui a renversé le Shah en 1979 veut récupérer ce qu'il considère lui être dû, c'est-à-dire ses investissements d'avant 1979. Et comme l'argent ne vient pas, il y a des attentats en France. Mais là encore, ça rend confuse la lecture de ce qu'est le Hezbollah quand on regarde en spectateur les actualités, parce qu'on se dit ils se battent au Liban pour chasser les Israéliens, voire défendre les Palestiniens. Et puis un attentat à Paris. Oui, mais ça montre toujours ce lien avec l'Iran, sur lequel je me suis permis d'insister depuis le début de l'émission. Il y a aussi à prendre en compte pour 85-86 la guerre Iran-Irak, c'est-à-dire la France est un des principaux soutiens pour l'armement à l'Irak, tout en vendant des armes à l'Iran via la société Lucher, c'est la fameuse affaire Lucher. Donc en fait, tous les acteurs sont très hypocrites sur la situation, y compris dans les partis politiques français qui se tirent dans les pattes autour des otages ou autour de ces questions-là. Donc vous vous souvenez sans doute de l'échange entre Chirac et Mitterrand au moment de la discussion des deux tours autour de Gorgi. C'était ça qui était au cœur de leur affrontement, où les deux ont menti. Oui, les deux ont menti, c'est-à-dire au moment du débat présidentiel, il y a ce trou d'air où l'on sent qu'il y a un non-dit entre les deux, et c'est autour de... Voilà. Mais avec ça, il y a des morts, c'est-à-dire des morts, y compris rue de Rennes, voilà. Oui, parce que c'est toujours important dans l'histoire de regarder aussi la manière dont les gens ressentent les choses par l'information qui est donnée, et puis parfois dans leur chair, dans leur corps. Aurélie Daher, d'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez été voir ces gens, vous avez mené cette enquête. Le Hezbollah, c'est Mobilisation et pouvoir, le sous-titre de votre ouvrage publié aux presses universitaires de France. Il y a un culte du chef là-bas, il y a une vision très particulière de s'insérer dans un mouvement qui englobe une existence entière. On est Hezbollah et puis on se bat. Encore une fois, ça dépend de la période dont on parle. En fait, le Hezbollah, au démarrage, pendant les premières années, jusqu'à l'arrivée de Nasrallah, il a une particularité par rapport aux autres partis politiques libanais, c'est que justement, il refuse, a priori, tout le système dynastique qui est très, très libanais en politique. L'essentiel des partis politiques libanais, d'ailleurs, ne fonctionnent pas comme des partis au sens de la science politique occidentale, tel qu'il est défini, tel que le concept est défini par la science politique occidentale. On fonctionne plutôt comme des réseaux clientélistes autour de familles, et puis après, la tête du parti passe au fils, au petit-fils, etc. Et donc, justement, le Hezbollah se présente comme une des rares formations politiques où, justement, ça, on ne veut pas de ça. Et puis est arrivé le fameux Hassan Nasrallah, que personne, en tout cas très peu de gens ont vu arriver. Il a 32 ans quand il prend la tête du mouvement, donc en 92. D'ailleurs, quand il arrive, même au sein du Hezbollah, tout le monde n'est pas sûr qu'il va rester très longtemps. Et puis, il construit...
à travers son style de leadership, à travers les victoires militaires, il se construit autour de sa personne un charisme, une légende. Il perd son fils, en l'occurrence en 97, sur le front, donc il devient l'emblème du leader qui au moins est honnête, lui sincère dans sa lutte. Il cache pas ses enfants pour envoyer les enfants des autres à la mort. Lui, sa famille elle-même les membres payent de leur personne. Bref, et là effectivement, j'ai envie de dire à son insu se crée, une forme de culte du chef, ou en tout cas une forte assimilation du Hezbollah à la personnalité de Nasrallah, et ça fait partie, on va dire, ça explique une partie de l'attrait pour, en tout cas, une certaine jeunesse. Maintenant qu'il est parti, là, c'est un peu plus compliqué parce que son successeur n'a pas du tout ni le même charisme, ni les mêmes faits d'armes, reste à savoir ce qui se passera dans l'avenir. Hassan Nasrallah. Ici, on ne parle pas encore d'un cessez-le-feu. Lors des funérailles d'Ali Taha ce midi, Cheikh Hassan Nasrallah a été très ferme. Le chef du Hezbollah a indiqué que les tirs de roquettes contre Israël sont une riposte aux agressions israéliennes qui frappent les villages et tuent les civils au sud Liban. Si Israël arrête définitivement les bombardements, alors et seulement alors, les tirs sur la Galilée cesseront. Face à la détermination du Hezbollah, impossible ce soir de dire si la trêve au sud Liban sera respectée. En juillet 1993 avec cette archive qui évoque Hassan Nasrallah, une figure qui a été tuée en 2024, donc c'est récent, par des bombardements, enfin en tout cas au moment de bombardements. Dominique Avon, cette figure du chef charismatique est vraiment liée à l'histoire du Hezbollah, sachant qu'il n'est pas là à la création du Hezbollah. Enfin, il est présent, mais c'est pas le créateur du Hezbollah. C'est-à-dire que le Hezbollah a déjà, né en 1982, presque plusieurs histoires, plusieurs moments très nets de son histoire, dont ce moment avec un leader charismatique. C'est ça, avec des divisions internes, puisqu'un des fondateurs, Sobra Tofayli, s'est trouvé en opposition ensuite au Hezbollah. Mais le Hezbollah tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce sont les 25 dernières années, c'est-à-dire le Hezbollah de Hassan Nasrallah. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que devient le Hezbollah sans Nasrallah, dans la mesure où c'était à la fois une capacité organisationnelle, il tenait très très bien tout le système. La distinction entre l'organisation politique et l'organisation militaire est une manière d'esquiver la problématique du lien entre les deux, puisqu'il n'y a qu'une autorité suprême qui est en sa personne, et puis il met une unité de liaison et de coordination entre les deux, avec Wafik Safa, qui vient de menacer d'ailleurs ces derniers jours l'État libanais et tous les traîtres contre le Hezbollah dans le contexte dans lequel nous parlons. Et puis, ces discours étaient attendus. Dans toute la décennie 2000 et la décennie 2010, surtout après 2006, la fameuse guerre des 33 jours, chacune de ces apparitions, qui en plus deviennent des apparitions non plus publiques en direct, mais télévisées pour pouvoir justement se protéger, devient un moment clé de l'histoire à la fois nationale libanaise et régionale. Je rappelle que après le 7 octobre 2023, tout le monde attend la première déclaration. Tout le monde. Et il y a des chaînes de télévision du monde entier qui attendent la déclaration de Nasrallah pour savoir est-ce qu'il va déclarer le front ouvert ou pas. Et son discours est d'une ambiguïté totale là-dessus, en disant on est déjà en guerre. Voilà, après cette attaque du Hamas contre Israël en octobre, il y a l'attente de savoir si le Hezbollah soutient le Hamas. Qu'il le soutienne, ça tout le monde le sait. Mais quelle modalité? Oui. Est-ce qu'ils vont envahir? Est-ce que ça va être, ou est-ce que c'est juste du soutien? Et il va se faire désirer, parce que il faudra attendre début novembre, quasiment un mois, avant d'avoir effectivement le premier discours. Mais entre les deux, il y a une brisure, et la brisure, c'est 2012-2013, c'est-à-dire quand le Hezbollah s'engage en Syrie. Oui. Et donc là, ça crée vraiment une désunion autour d'une partie des partisans du Hezbollah dans le monde arabe en général,
ils n'étaient pas tous derrière lui. Tous les chiites, d'ailleurs, libanais ne sont pas derrière le Hezbollah. Il faut le rappeler, tous les chiites libanais ne sont pas derrière le Hezbollah. Mais dans le monde arabe, il y avait une fascination pour cette réussite militaire, avoir imposé le retrait unilatéral de l'armée israélienne du Liban Sud, plus la guerre de 2006. Mais l'engagement du Hezbollah pour sauver le régime syrien en 2012 déjà, et officiellement en 2013, crée vraiment une fissure dans les soutiens qu'il pouvait avoir dans le monde arabe, et notamment autour de cette question. Avec cette figure de Hassan Nasrallah qui est en couverture derrière de votre ouvrage. Le Hezbollah, on voit bien son importance. La photographie montre ce qui semble être un meeting politique. Et donc, ça y est, nous sommes dans l'action politique en lien avec la lutte armée qui continue à ce moment-là. C'est dans les années 90 donc que cette action politique débute et elle ne cesse de s'accroître. Le Hezbollah devient un acteur politique au Liban. Alors c'est un peu compliqué parce que autant effectivement sur le plan militaire il est très investi, il est très présent, il travaille énormément, il y a une professionnalisation accrue, vraiment sous le leadership de Nasrallah. Nasrallah met le paquet sur le militaire. Il s'intéresse beaucoup moins à la politique interne. Quand il intervient d'ailleurs sur les sujets de politique interne, c'est vraiment parce que voilà, ça se crispe ou parce que voilà, il faut remettre un peu d'ordre. Il laisse plutôt justement les affaires internes au secrétaire, celui qui est aujourd'hui le secrétaire actuel, Naïm Qassem. Nasrallah est un militaire avant d'être un civil. Et en politique, pour comprendre le Hezbollah en politique, il faut comprendre que il faut revenir à ce lien initial entre au moment de la création du Hezbollah et bien comprendre que c'est le militaire qui est créé avant le civil et c'est le militaire qui crée le civil. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps, on parle le bras armé du Hezbollah. En réalité, il faut comprendre la chose à l'envers. C'est-à-dire c'est le militaire qui s'est donné un bras civil, mais la matrice, c'est le militaire. Et ce qui décide de l'agenda, de la gravité des choses, la priorité, c'est le militaire. Et finalement, le civil fait du backup aux militaires. Et donc, en politique, quand le Hezbollah s'engage en politique en 92, c'est très simple. Leur slogan, c'est littéralement, c'est pour faire entendre la voix de la résistance au Parlement. C'est-à-dire l'idée, c'est de faire ne pas fonctionner forcément comme un parti de gouvernement. D'ailleurs, si vous demandez encore aujourd'hui à des ministres du Hezbollah, qu'est-ce que vous avez comme politique, je ne sais pas moi, sur des sujets de politique publique lambda, l'environnement, la fiscalité, etc. Vous leur posez une sacrée colle. Ça va patauger dans la semoule. Ça les intéresse pas de toute façon. Ils fonctionnent en fait comme un lobby, comme un groupe d'intérêt, et leur idée c'est d'être présents dans les institutions de l'État pour faire du blocage au cas où l'État aurait des envies de nuire aux intérêts de la résistance. Donc leur job, c'est faire de la politique pour bloquer la capacité de nuisance de l'État. Pour le reste, tout est négociable, tout est discutable. Voilà, ils sont pas trop pénibles. Dans le Liban, pays de la négociation. Exactement. Et en couverture de votre livre, Dominique Avon, coécrit avec Anaïs Trissa Kachadourian, il y a le logo du Hezbollah. C'est une main tendue vers le haut et qui tient. Alors, je suis pas bon en armes, mais j'imagine que c'est une Kalachnikov. C'est une Kalachnikov. Donc, la lutte armée est là. L'aspect politique apparaît moins, mais au sens où on a quand même un globe terrestre qui apparaît. Oui, alors il y a un discours général qui est un discours tiers-mondiste, c'est-à-dire défense des déshérités, lutte contre le capitalisme, lutte contre les puissances capitalistes. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve et qui mange pas de pain. Après, pour le Liban, ce qui est défendu à la fin des années 2000, c'est une démocratie consensuelle dans le court terme qui permet de bloquer, justement. C'est-à-dire, la démocratie consensuelle permet d'avoir une minorité de blocage. Et tout ce qui concerne ce qui est appelé, j'ouvre les guillemets, les armes de la résistance, c'est non négociable. Et ce qui est non négociable, c'est l'importance de l'histoire pour comprendre cette actualité-là, parce que votre lecture, en tout cas ce que vous nous offrez du Hezbollah, nous permet de saisir pourquoi nous en sommes ici aujourd'hui. Il y a vos deux ouvrages. Alors, les deux, ils s'appellent le Hezbollah. Aurélie Daher, le sous-titre, c'est Mobilisation et pouvoir aux presses universitaires de France. Et Dominique Avon, c'est De la doctrine à l'action, une histoire du parti de Dieu. C'est aux éditions du Seuil. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, les Kurdes, histoire d'un peuple prisonnier des frontières des autres. Nous, Kurdes et loups, sommes un. Nous sommes en effet des frères. Loups malheureux, au cou penché,
au cœur meurtri, Kurdes impuissants, tous nous resterons des cœurs meurtris. Le poète kurde Jegerquin en 1985, la lecture de 1985 dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bois, la technique, Élise Le et Anthony Maillet de Santi, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Alloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau et Maïwen Guizou, émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.